Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Grégor pour cette invitation, With Event, et également pour sa présentation qui illustre parfaitement et totalement complémentaire avec ce dont je voudrais vous parler. Vous avez vu à l'œuvre dans cette présentation une forme d'hybridation entre une approche ingénieur, logique de billetterie et tout un tas de déploiements qui correspondent à ce qu'aujourd'hui on appelle la gestion de foule et qui correspond aux bonnes pratiques en matière d'event management. C'est finalement ça que je voudrais discuter avec vous aujourd'hui à partir de ma position. Moi j'ai une formation de sociologue, donc j'ai pris un peu ce défaut par formation de questionner les évidences et d'essayer de voir derrière voilà, comment est-ce qu'on peut comprendre les choses et avec une visée aussi opérationnelle d'application. Je me suis spécialisé dans la réflexion, analyse autour de la gestion des risques pour les manifestations. Et j'ai mon petit laboratoire de pratique à l'échelle du Paléo Festival, dont je parlerai plus cet après-midi, qui me permet d'expérimenter un petit peu. J'ai mon laboratoire académique et j'ai mon laboratoire de plein air qui me permet d'expérimenter un petit peu les questions autour de la gestion de la foule. Qu'est-ce que c'est qu'une foule? Comment la gérer? À la fois en termes de philosophie de service, mais également en termes d'opérations, comme Grégor l'a présenté, d'accueil, de contrôle et d'accompagnement. J'ai la chance de papillonner aussi. J'aime beaucoup en fait la logique de réseau, d'aller voir d'autres manifestations, d'échanger avec des personnes soit dans le domaine de l'expertise, soit dans le domaine de la pratique, dans des festivals européens, au travers de l'association Europe notamment. Et puis j'ai fondé un institut précisément entre le monde académique et l'expertise pratique qui s'appelle Issue et qui vise à proposer une montée en compétences, une mise en réseau, finalement un effort collectif pour essayer d'aller vers des meilleures pratiques en matière d'accueil du public et de gestion de foule. J'introduirai mon propos. Alors, PH a mentionné tout à l'heure, il y a une conjonction des planètes. Il y a un article qui sort aujourd'hui dans Libération, une double page, où je suis notamment interviewé avec d'autres experts sur la question de la foule, de sa gestion, à l'occasion de la réédition d'un ouvrage, je vais évoquer tout à l'heure, qui est un ouvrage de Gustave Le Bon qui s'appelle Psychologie de la foule. Et on se questionne à cette occasion, dans le contexte actuel, la perspective des Jeux Olympiques, dont évidemment tout le monde parle, qu'est-ce qu'il en est des bonnes pratiques et où se situe finalement la France en comparaison européenne sur ces questions-là. Et je voudrais commencer, j'ai mentionné ça dans l'article, mais sur ce cas, cette photo, alors vous la voyez peut-être pas bien, c'est une photo d'un enfant et de son papa au Stade de France lors de la finale en mai 2022. Pourquoi je parle de ça? C'est pas pour remuer le couteau dans la plaie. Au contraire, je pense qu'on gagne à apprendre de ses erreurs. Et en l'occurrence là, on a une opportunité qui est qu'on est sur un presque accident. La gestion de foule a appris de précédents beaucoup plus dramatiques. Et là, il y a matière à capitalisation sur ce qui s'est passé, parce que ça concentre finalement tous les enjeux dont on parle aujourd'hui en matière de gestion de foule. Je ne vais pas reconstituer l'ensemble des faits, mais j'indique quand même qu'il y a un travail journalistique qui a été fait là-dessus, qui est extrêmement pertinent, très analytique, à partir d'extraits de vidéos, à partir d'infographies et de zoning finalement des lieux. La gestion de foule, c'est une histoire de temps et de lieu, d'espace. Et on voit très bien au travers de cet exemple du Stade de France comment le travail sur l'espace a été défaillant. Du reste, ça a été mentionné dans le rapport sénatorial, rédigé très peu de temps après, mais qui comportait des enseignements intéressants sur des défaillances en termes de mobilité des supporters, sur la façon dont finalement le dispositif a négligé un certain nombre d'éléments basiques dans la gestion de foule, qui sont l'orientation des flux, qui sont la communication aux spectateurs sur le processus, ce qui va se passer pour entrer au stade, et finalement le mode de gestion qui en dernier recours intervient, qui est de l'ordre du maintien de l'ordre. Les Anglais sont extrêmement choqués. Ça fait une trentaine d'années aujourd'hui que les pratiques en matière de gestion de foule ont évolué dans un pays qui a connu le hooliganisme vers des approches beaucoup plus orientées sur du service, sur la gestion des flux, et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé.
Je mentionne aussi qu'il y avait un certain nombre de recommandations relativement pertinentes sur le travail à partir des voies d'accès au stade, sur là aussi la question du dialogue avec les supporters, sur l'usage des ce qu'on appelle les moyens de contrainte, notamment les gaz lacrymogènes. Finalement, les leçons étaient là. Et on constate aujourd'hui qu'il en a été peu fait cas aujourd'hui dans les pratiques. En vis-à-vis, je vous disais, j'aime beaucoup aller me balader un peu à gauche à droite. Ça, c'est une image de la finale de l'Europa League à Bâle entre les supporters de Liverpool et la police bâloise. On a cette logique de, vous voyez, ils se font prendre en photo avec la police. Qu'est-ce que ça dit en fait en termes d'interaction, cette image vis-à-vis du cas du Stade de France? En termes de comportement de ces supporters, qu'est-ce qu'on attend d'eux, qu'est-ce qu'eux attendent du dispositif et comment créer finalement des conditions de félicité pour que les choses se passent plutôt comme ça. Comment expliquer un tel décalage en fait? Et je pense qu'il est lié à un regard sur la foule qu'il faut changer. Ce regard sur la foule, aujourd'hui, il est alimenté par des savoirs, par des modes de connaissance très divers, entre des approches en termes de psychologie, de sociologie, de sciences humaines, je parlais de rapport à l'espace, de planification urbaine, comment on aménage les lieux, d'architecture provisoire ou pérenne, aussi des logiques de calcul, d'ingénierie, de modélisation, de mathématiques qui permettent, à nouveau, la présentation de Grégor en est une bonne illustration, un bon exemple, comment on peut questionner finalement les enjeux autour de la foule. Ça, c'est le modèle que j'ai un petit peu formalisé. La foule, en fait, il faut la penser en plusieurs dimensions. Aujourd'hui, on ne voit que sa dimension d'instabilité. C'est une entité instable qui peut à tout moment basculer dans des comportements irrationnels, de la violence par effet d'imitation. Voilà, c'est cette vision-là qui est prégnante encore aujourd'hui. Or, la foule, c'est aussi du nombre, c'est aussi de la densité. Un nombre de personnes qui se présentent à un événement, ça se calcule en termes de processus, ça s'anticipe, ça se planifie. Ce qu'on veut, c'est éviter le blocage, la saturation, pour avoir une bonne qualité de service. Et puis, si on rapporte ce nombre à une logique de densité, c'est-à-dire d'un espace défini, on va avoir cet enjeu, et qui est majeur en termes de sécurité du public, qui est d'éviter un accident lié à la surpression. Les gens meurent dans des foules liées à de la surpression, et non pas à des comportements volontaires. Et ça, les approches aujourd'hui en matière de gestion de foule le savent et le travaillent parfaitement. J'évoquais Le Bon en ouverture. Le problème, c'est ça, c'est que finalement, on est resté figé sur la vision de Le Bon de 1895, qui est la date de parution de son ouvrage. On ne l'a pas recontextualisé, on ne l'a pas resitué. C'est intéressant de voir la couverture aujourd'hui, réédition de 2009, où on voit une constellation là d'images complètement différente de cette foule, un peu composition de spectres qui sont presque pas humains. Et ça va avec cette logique de dire la foule perd toute rationalité dès lors qu'elle est rassemblée. Aujourd'hui, on a des définitions beaucoup plus fines de ce que c'est qu'une foule. Évidemment, c'est un rassemblement de personnes, mais il y a une dimension de but commun. Il y a une dimension de temps, sur un temps donné, d'une distribution dans l'espace qui correspond à un niveau de densité. Et puis, psychologiquement, voilà un élément vraiment intéressant, c'est que ces individus rassemblés, malgré le fait qu'ils soient des inconnus les uns par rapport aux autres, peuvent ressentir un sentiment d'unité et agir de façon socialement cohérente. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas immoral, ça ne veut pas dire qu'on ne peut ne pas adhérer à cette logique de cohérence collective. Mais les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font. Et ça, c'est très fort, et c'est un des acquis des nouvelles approches aujourd'hui de psychologie des foules, c'est de dire je peux me sentir appartenir très fort à un groupe, alors que la minute d'avant, la seconde d'avant, ces gens-là m'étaient indifférents. Vous avez l'image, quand vous êtes dans une rame de métro, vous avez vos earpods dans les oreilles, vous êtes dans votre bulle individuelle, et là rentre un groupe qui fête l'anniversaire d'un de ses membres, et ils se mettent à chanter « Joyeux anniversaire ». Il y a de bonnes chances que vous enleviez vos earpods et que vous mettiez à chanter « Joyeux anniversaire ». Vous allez ressentir à ce moment-là un sentiment d'appartenance très éphémère avec ce groupe. Appliqué à des situations diverses, on a des enjeux de sentiments d'identité partagée très fortes qui peuvent être générés dans une situation de foule. Et dans des situations dramatiques, il a été avéré également que les gens, au lieu d'avoir un comportement individualiste, comme on pourrait l'imaginer, je sauve ma peau, ont au contraire des comportements de solidarité.
dans des situations dramatiques, des situations d'attentats par exemple. Ça a été fait, une recherche a été faite sur les attentats à Londres après, en 2005. Les témoins disent les gens ne sont pas partis. Ils sont restés porter secours aux gens qui étaient blessés. Parce qu'à ce moment-là, je me sens appartenir très fort à cette communauté, ce groupe des victimes de l'attentat. Évidemment que dans une logique de gestion, ce qui va être catalyseur, c'est la façon dont cette foule va être en interaction avec une autorité ou avec un staff de sécurité, d'accueil, un vis-à-vis. Et si ce vis-à-vis, il est de l'ordre de l'ordre, justement, un sentiment de frustration lié à une attente excessive, ou une situation d'évacuation où on pousse les gens dehors, ça va générer un sentiment d'incompréhension et de manque de communication qui va augmenter l'agressivité et la potentialité de conflit. Pourquoi la communication c'est important? Parce que ça permet de casser cette distinction entre eux et nous. Gérer une foule, c'est faire comprendre à la foule qu'on est là pour elle, qu'on fait partie d'un même ensemble, d'une même communauté qui vise à ce que les choses se passent bien. C'est vraiment la théorie appliquée en situation. Et finalement, si on arrive par une bonne communication, on a évoqué la signalétique. Ce n'est pas du tout accessoire, la signalétique. C'est le mode d'emploi dans l'espace qui est adressé à la foule. C'est une information complémentaire qui va les aider à faire des choix, à bien se positionner dans des files d'attente et à la fin avoir une expérience positive et facilitée. Ça génère un sentiment d'appartenance. Le festival, l'événement me respecte, m'informe et facilite mon expérience. Et ce n'est pas seulement du ressort de l'organisateur. Toutes les parties prenantes dans un dispositif de sécurité, autorités, forces de police comprises, devraient intégrer cette logique-là. Passer d'une logique de security, de surveillant externe au groupe, à une logique de safety, le protecteur, le membre de la communauté qui est là pour protéger les autres et faire en sorte que ça se passe bien. Donc il faut casser cette vision. La foule n'est pas irrationnelle, elle réagit aux messages qui lui sont donnés. Il faut utiliser les facteurs d'influence psychologique sur la foule, ce sentiment d'appartenance commune. La communication est le meilleur des outils pour ça, à différents niveaux. Et il faut développer des approches en matière de gestion de foule, de dispositifs de sécurité, beaucoup plus dans la proactivité que dans la réactivité. Avoir un staff de sécurité qui est là au cas où pour intervenir, c'est plus suffisant. Il faut une planification événementielle qui utilise cet outil dans une approche globale. Parce que les attentes, elles existent. Ça, c'est quelques exemples d'événements qui se passent mal, la façon dont c'est rapporté dans les médias. Les fans dénoncent une orga à chier à Marseille pour le concert de Beyoncé. Rock en scène, concert de Billie Eilish, une honte. La Coupe du Monde de rugby, à nouveau à Marseille, le match Angleterre-Argentine, la presse anglaise étrille l'organisation française, j'ai cru mourir. Les spectateurs disent ça. Ça témoigne d'une attente vis-à-vis de l'organisation, de leur part. Ils ne considèrent plus que c'est normal qu'on les mette dans une situation comme celle-là. Et bien souvent, on est encore sur cette vision que finalement, le rôle de l'organisateur commence à partir de la porte, à partir du premier couloir d'entrée. Non. Tous les enjeux de sécurité aujourd'hui, de sûreté, de sécurité, sont dans la zone grise entre les entrées et l'espace public. Et c'est cette zone-là, que les Anglais appellent zone X, qui doit être travaillée de concert, en interopérabilité entre les organisateurs et les forces de police. C'est la raison pour laquelle, ça c'est un article qu'on avait écrit avec Mehdi Moussaïd, qui est aussi un spécialiste de la foule, plus sur l'aspect physique. C'est passionnant ces travaux, si vous ne connaissez pas, je vous incite à vous y intéresser. On parle beaucoup à l'approche des JO de sûreté, de sécurité. Qu'est-ce qu'il en est des pratiques en matière de gestion de foule? Je vous rassure, vous n'avez pas le monopole des mauvaises pratiques. Ici, on est en Suisse, marché de Noël de Montreux, événement très smart, très qualitatif, témoignages de participants. Voilà, l'expérience vécue par une famille vaudoise, donc voilà, c'est qu'ils se sont retrouvés dans un goulet d'étranglement. Ils ont cru, là aussi, une ambiance apocalyptique, ils ont cru mourir, et ils font référence au drame de Séoul. Séoul, cette soirée d'Halloween, où 150 morts, 153 exactement, suite à une bousculade. Et on voit très bien dans le cas de Séoul comment finalement c'est les fondamentaux de la gestion de foule qui ont été négligés. Très rapidement,
J'aime bien cette image. Aujourd'hui, on continue finalement de faire les mêmes erreurs. Hein. C'est le propre de la folie d'après Einstein, hein, de penser qu'en répliquant les mêmes choses, le résultat sera différent. Et ces nombreux exemples montrent qu'il faut changer le logiciel. Le chemin, il est peut-être plus complexe, mais il faut arriver. Hein, aujourd'hui, on a beaucoup de poids qui est mis sur la sûreté, à changer un peu le paradigme, pas tomber dans le sécuritaire, mais alimenter une vision en matière de gestion de foule qui soit cohérente, qui soit dans une approche processuelle, qui tienne compte, là on parle des entrées, on parle de la gestion des mesures de contrôle. Tout ça, ça correspond à un parcours d'expérience de la part des spectateurs, spectatrices. Et notre travail, c'est d'aligner tout ça dans une logique de service. L'expérience de nos visiteurs commence au moment où ils partent de chez eux. Comment est-ce qu'ils vont planifier leur trajet pour arriver sur le site ? Quelles sont les offres qui sont à leur disposition en matière de transport, individuel ou public ? Comment est-ce qu'on va les orienter aussi ? Comment on va faciliter leur expérience par une bonne information au bon moment ? Évidemment, il faut intégrer là-dedans des mesures de sécurité. On peut en discuter, sous quelle forme, à quel endroit, avec quel niveau de contrôle, mais tout ça doit être intégré dans une chaîne de processus de gestion qui doit être alignée et qui est multifacteur et multipartenaire. Gérer les événements aujourd'hui, c'est travailler en équipe. C'est trouver, à partir de ces référentiels communs, la qualification des tâches et des missions et des responsabilités entre les équipes de l'organisation, les prestataires, les partenaires officiels. Tout ça, c'est pour la facilitation de l'expérience et les garanties de sécurité. Aujourd'hui, il y a des modèles qui existent, j'en ai parlé en termes d'approche scientifique. Hein. Une de celles-là, c'est la RAMP Analysis, développée par le professeur Keith Steele. C'est assez basique finalement. Hein. Se poser ces questions-là, c'est déjà rentrer dans une autre démarche en matière de gestion de la sécurité et de gestion de l'expérience des spectateurs. Par où est-ce qu'ils vont arriver ? Comment sont distribués les centres de rupture de charge au niveau des transports ? Où sont situés les parkings? Comment acheminer les gens des parkings au site de l'événement? Tout ça, mais on ne se rappelle plus finalement qu'on a été membre de la foule, qu'on a été spectateur, et que la pire partie de notre expérience, ça a été probablement l'arrivée et le départ. Les concerts étaient bien, et les organisateurs se concentrent là-dessus. Regardez le line-up, magique. La scénographie, super. Des fois, on a même de la décoration dans les festivals, ou une offre de nourriture qui est géniale. Super. Mais l'expérience du festivalier, malheureusement, elle ne se limite pas à ça. Et alors moi, je vous en parlerai cet après-midi, un exemple hein, avec Paléo, et notamment un patron qui nous dit tout le temps de se mettre à la place du spectateur et de considérer finalement quelle serait notre perception à nous. Et il dit, si vous arrivez sur le site du festival, que vous êtes mal orienté, vous arrivez en voiture, vous ne trouvez pas le parking, vous arrivez, vous ne savez pas comment aller sur le site du festival, vous arrivez à proximité, vous tombez sur un agent de sécurité qui vous fait la gueule et qui vous dit que vous ne pouvez pas rentrer avec votre parapluie alors qu'il pleut, vous avez déjà une petite onde négative. Et cette onde négative, vous la multipliez par 50 000, vous avez déjà un problème. C'est ça, en fait, le bon conditionnement de la foule et mettre en bonne disposition. Donc travailler sur les accès, sur les espaces à disposition, sur le mouvement généré par vos points d'intérêt à l'intérieur du site. Quel est le profil des gens que vous allez accueillir? Ils ont aussi des attentes. Un dispositif, il doit s'adapter. Hein. Si c'est un public de fans, si c'est un public de famille, si c'est un public de supporters, c'est pas la même chose. Ce qui reste, c'est ces enjeux finalement physiques. Hein. Et aujourd'hui, quand on se concentre sur la dimension comportementale de la foule, on néglige tout ça. Une foule, c'est du flux. Il faut optimiser le flux. Mais au bout d'un certain temps, hein, Grégor l'a expliqué avec le nombre de couloirs, on arrive à ce que la demande, le nombre de personnes qui arrivent, soit supérieur à la capacité. Et là, on génère des files d'attente. Et ces files d'attente peuvent, à un moment donné, devenir problématiques hein, en générant une surcongestion. Avoir en tête ce modèle-là, quelle est votre demande? Comment est-ce que vous allez pouvoir identifier le profil d'arrivée de vos spectateurs? Pour un match de foot, on sait que les gens arrivent en gros au dernier moment. C'est d'ailleurs une stratégie pour certains groupes de supporters hein, de mettre la pression sur les points de contrôle pour justement arriver à faire lâcher le dispositif.
Donc il va falloir des ressources ici. Si on est sur un concert de Taylor Swift, le besoin il va être très en amont. À l'ouverture des portes, il y aura déjà une foule qui sera là. Il faut l'anticiper. Accessoirement, sur le cas de Taylor Swift, les caractéristiques du public, il faut les intégrer. À Buenos Aires, le public de Taylor Swift, des fans sont arrivés 5 mois avant l'événement. 5 mois. Qu'est-ce qu'il en est des responsabilités de l'organisateur? Comment on gère cette situation? Alors bien sûr, l'organisateur va dire, mais comment vous imaginez que moi, je peux gérer ces fans qui arrivent 5 mois avant? Et puis la police ou les autorités vont dire, mais ils sont là pour une bonne raison, c'est que vous avez organisé ce concert. Et chacun va se rejeter la balle. Et à la fin des fins, toujours sur la tournée de Taylor Swift, vous avez probablement entendu parler de ce cas dramatique d'une fan qui est décédée par déshydratation. C'est terrible. C'est terrible. Tout le monde a l'impression, dans cette situation, d'avoir fait son travail. La police a fait son travail, la sécurité de l'organisateur a fait son travail en interdisant de faire rentrer des gourdes. Tout le monde est aligné. Personne ne s'est posé la bonne question et à la fin, on a une fan qui décède. Comment expliquer ça? Qu'est-ce qu'on a loupé là? Idem sur un événement, par exemple, dans l'espace public où vous allez avoir un pic de fréquentation à un moment donné. Comment anticiper ce rush d'arrivée, ce rush de départ? Est-ce que l'espace à disposition peut absorber ces rushs? C'est toute une question d'accélération en fait. On peut arriver à la maîtrise et d'un seul coup, le flux augmente, comme dans le cas qu'a présenté Grégor, et on est débordé. Comment l'anticiper? Connaître son public, s'intéresser à la foule, à ses caractéristiques, à ses besoins, à ses attentes, au comportement prévisible, c'est calibrer un dispositif qui sera efficace. Il y a des espaces-temps qui sont clés. La phase d'entrée, le moment de circulation à l'intérieur du site, comment les concerts vont aussi générer des espaces de rassemblement, potentiellement de grande densité. Comment on gère la foule devant des concerts? Ça, il n'y a aucune école de police qui l'apprend. Et pourtant, il y a de nombreux cas de morts devant des scènes de concert. C'est le travail de qui, ça? C'est notre travail en tant qu'organisateur de connaître ça, de connaître les problèmes qui peuvent survenir compte tenu de la caractéristique du public, du déroulement du spectacle, de l'interaction de l'artiste avec la foule. Il faut aussi distribuer de l'information à la foule, leur dire, ce concert, il va bouger. C'est prévu. On ne peut pas demander aux gens, devant une scène, de se comporter comme des pièces sur un échiquier. Ça serait la vision, on gère des comportements, on fait du crowd control. On contrôle la foule. Gérer la foule, c'est accompagner, c'est faciliter ses attentes. Un concert de Prodigy, j'ai le souvenir, un concert de Prodigy en 2009, où vous regardez sur Facebook les commentaires, tous les commentaires des spectateurs disent « mais c'était génial, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai été fracassé, j'ai cru que la terre allait nous engloutir, s'ouvrir et nous engloutir ». Des commentaires comme ça. Ça fait rire, mais ça dit aussi l'ambiguïté de ces situations. Où finalement, quand l'horizon d'attente se réalise le plus, c'est-à-dire un concert qui bouge, des gens qui dansent, qui pogotent, etc., on atteint une ligne de crête au niveau des risques qui fait qu'il faut être très vigilant. Est-ce que nous, en tant qu'organisateurs, on a prévu ces situations-là? On est en capacité d'agir là-dessus, d'arrêter le show, le cas échéant. Regardez ce qui s'est passé avec Travis Scott à Astroworld. Il lui est reproché de ne pas avoir arrêté le show. Il est reproché à l'organisation, alors que le public le demandait, que des gens étaient en train de mourir, d'avoir continué le spectacle. Là, indépendamment du processus judiciaire, il y a une attitude coupable. Il y a des facteurs d'influence, il faut les connaître. Ça, c'est également un modèle qu'on appelle DIM ICE. ICE, c'est Ingress, Circulation, Egress, donc c'est les espaces-temps. Et puis DIM, c'est le design, l'information, le management. Comment votre site est designé? Comment est-ce que vous avez prévu de gérer des files d'attente, des logiques d'arrivée avec des barrières, avec de l'environnement, de la décoration, de l'aménagement? Tout ça, ça va avoir des effets physiques sur le comportement de la foule et sur les points de densité. Il faut les anticiper. Le design du Stade de France, entre les stations et le stade, dans le cas de la finale, a été potentiellement facteur de risque vital.
quand vous avez à peu près une capacité de faire passer sur un flux libre 82-83 personnes par minute et par mètre linéaire, et que vous avez une demande qui est excessive par rapport à la configuration des lieux, vous avez, comme dans le Stade de France, comme à Séoul, des problèmes de surdensité. Si vous ajoutez à ça des convergences de flux, des chemins, des gens qui viennent de directions différentes et qui se rejoignent, ou pire, donc comme dans le cas de la Love Parade en 2010 à Duisbourg, des flux contraires, parce que vous êtes sur un événement libre d'accès et il y a des personnes qui arrivent et d'autres qui sortent. Si l'espace est contraint, on a à un moment donné une surdensité qui peut engendrer une catastrophe. Est-ce que cette lecture-là de votre site, vous l'avez ? Est-ce que cette lecture-là des lieux à disposition pour la foule et de la façon dont ça va générer, en fonction des flux prévisibles, ça va générer des congestions, est-ce que vous l'anticipez ? Et l'information, on a parlé de la signalétique, mais évidemment, multicanaux. Et il doit y avoir une logique, une cohérence à ça. Regardez les aéroports, on ne vous donne pas l'ensemble des informations quand vous rentrez dans le hall. On vous indique d'abord où est-ce que vous allez vous enregistrer, déposer votre bagage. Ensuite, on vous dit où est-ce que vous devez aller pour le contrôle de sécurité, etc., etc. C'est vraiment cette logique de processus qu'il faut avoir en tête et de distribution de l'information en tenant compte qu'une foule bien informée sera une foule qui va être conforme aux attentes que vous avez. Mettez-vous dans cette situation, si vous avez les bonnes informations, vous n'allez pas chercher si vous avez confiance dans cette information, vous n'allez pas chercher à inventer un mode d'emploi. Et puis le management, alors le management c'est aussi l'interaction, et je finirai là-dessus, l'interaction entre la foule et votre service de sécurité ou votre service d'accueil. Ça c'est une image du Ziggo Dome à Amsterdam pour le concert de BTS, le K-pop coréenne. Et vous avez ici finalement le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Une logique de prise en compte de l'espace. Il y a des flux qui arrivent de direction en périphérie qui sont canalisés pour rentrer dans un dispositif. C'est presque les légions romaines là. Et avec une logique dynamique en plus. Et tout ça pour prendre en charge un public dont on a tenu compte, qu'on a respecté, qu'on a essayé de comprendre. Ok, on va faire BTS, on a des gens qui vont venir des jours avant. Quel type de service on veut leur proposer? On ne va pas les chasser, on va faire en sorte que on réponde à leurs aspirations. Comment garantir un élément peut-être fondamental quand on est dans une foule, c'est qu'on ne supporte pas l'injustice. Si je suis arrivé en premier, je rentre en premier. Et il faut l'avoir en tête, ça va être des leviers qui vont faire qu'on va aboutir à une mauvaise expérience ou à des conflits ou à une situation qui sera correctement gérée. Donc là, on a vraiment toute une ingénierie finalement en matière de gestion de foule. Et puis vous savez quel est le slogan de la boîte de sécurité là, qui bosse au Ziggo Dome et dans beaucoup de festivals en Hollande. J'ai cette photo parce que je connais très bien cette société, notamment son directeur qui s'appelle Gerard von Dwickeren. Lui, il a imposé un slogan, c'est « We love crowds ». On aime la foule. Et je crois que c'est finalement le résumé de ça. Si on aime la foule, il faut la voir autrement, il faut la respecter, et il faut déployer les meilleurs outils et les meilleures approches pour essayer de la gérer efficacement. Merci.